On peut contester le terme d'esclavage, mais à l'arrivée, c'était la même chose. On arrivait à des traitements qui étaient équivalents. Les esclaves n'ont aucun droit. Là, il y avait un droit, mais qui était purement théorique. C'était un vrai bagne, c'était du travail forcé, imposé, avec de l'exploitation. C'était en permanence étaler la morue, la ramasser, la protéger, l'étaler, et tout ça pendant 6 à 8 mois. Je suis Laurent Giraudineau, donc j'ai longtemps été journaliste et je suis, à 60 ans bien passés, un jeune réalisateur de documentaires. Alexis Gloguin, moi je suis écrivain. Bon, j'écris depuis très longtemps et bon, je n'ai pas fait que ça, j'ai une formation de professeur de philosophie. Les petits graviers, c'était les petites mains de la grande pêche. C'était des jeunes mineurs qui venaient augmenter les effectifs à Saint-Pierre-et-Miquelon dans le cadre du séchage de la morue. Séchage qui était absolument essentiel pour la conservation du poisson. Mais on va voir que derrière tout ça, il y a une exploitation absolument spectaculaire et assez invraisemblable de ces enfants et de ces adolescents. Et que si l'on en parle si peu aujourd'hui, il y a des raisons derrière tout ça. Mon grand-père a été petit gravier à l'âge de 17 ans, en l'an 1912. On sait qu'il était à Saint-Pierre en 1912 parce que c'est l'année du naufrage du Titanic. Il était arrivé en réalité à Saint-Pierre, donc une semaine avant le naufrage du Titanic. Il a vu le champ de glace qui a coulé le Titanic, ça on en est absolument certain. Alors pourquoi 17 ans? Bon, je veux dire, c'est très curieux parce que il avait déjà été mousse et novice, hein. Donc ça paraissait une rétrogradation étonnante. Et moi j'ai pensé longtemps qu'il y avait eu une sorte d'année épouvantable sur le plan de la misère qui l'avait poussé à s'enrôler dans une situation un peu désespérée finalement et à retourner en arrière, simplement pour des raisons de survie familiale. Mais en réalité, j'ai consulté des spécialistes du pays bigoudin, puisque là on parle d'un embarquement de jeunes bigoudins qui étaient très nombreux, hein, qui étaient plus d'une quarantaine, en 1912. Eh bien, c'était pas une année particulièrement misérable. Et donc, je me suis demandé par la suite si c'était pas tout simplement l'attrait de l'aventure, qui, à cet âge-là en particulier, est quand même très puissant, et qui lui avait donné envie d'aller voir d'autres horizons, sans évidemment se douter de ce qui l'attendait, quoi. Ça allait de 8 ans à 17 ans, mais plus le temps a passé, plus la moyenne d'âge a augmenté, et ce qui était encouragé par les armateurs, hein, non pas pour des raisons humanitaires, mais parce que les jeunes de 15 à 17 ans travaillaient beaucoup mieux que des enfants de 8 ou 9 ans. Donc c'était pour des raisons de rentabilité, d'efficacité en quelque sorte. Donc, et ces jeunes-là, on le sait parce que on a quand même des témoignages de ces époques. Ils rêvaient beaucoup à l'Amérique, ils lisaient des textes de Jules Verne, de Jack London. En plus, ils avaient souvent envie de quitter quand même leur environnement qui était extrêmement étouffant et qui leur offrait pas beaucoup d'horizons. Donc, il arrivait assez fréquemment qu'ils y aillent avec un peu la fleur au fusil, enfin je veux dire avec un certain enthousiasme. La preuve d'ailleurs c'était que certains embarquaient clandestinement, ceux qu'on appelait les trouvés, ce qui n'était pas sur les listes, mais qui embarquaient clandestinement à bord. Donc il y avait quand même cette image de quelque chose de formidable qui attendait de l'autre côté de l'Atlantique, et donc la déconvenue était d'autant plus violente évidemment.
l'une des origines de la fourniture, entre guillemets, de gravier était la très grande misère de l'arrière-pays breton et le fait que quand ils restaient à la ferme, ils avaient aussi des vies extrêmement dures et dans le cadre de familles nombreuses où il y avait quelquefois 10 bouches à nourrir. Et donc, si l'un des enfants pouvait aller travailler comme gravier, ça paraissait une aubaine à la limite à certaines familles, d'autant que les recruteurs et recruteuses faisaient miroiter des choses assez mirifiques. On faisait croire qu'ils allaient gagner vraiment de l'argent, qu'il y avait une sorte d'Eldorado de l'autre côté de l'Atlantique. Et comme ils n'étaient pas au courant, puisqu'ils étaient totalement coupés du monde maritime, en fait, ils pouvaient très très facilement se faire tromper à ce sujet-là. Alors évidemment, dès que les enfants arrivaient sur place, ils déchantaient vite. Là, le choc était grand, quoi. On faisait miroiter aux parents de ces enfants, de ces ados, un genre d'ascension sociale potentielle. C'est-à-dire que passer par cette saison pénible pour aller faire sécher le poisson, ils devenaient inscrits maritimes dits provisoires. Donc on leur faisait miroiter la possibilité de devenir inscrits maritimes définitifs, donc de pouvoir embarquer sur les bateaux, et même encore mieux, c'était un peu le Graal, pouvoir peut-être, pourquoi pas, arriver dans la marine nationale. Donc voilà, c'était un vecteur d'ascension sociale. On leur promettait aussi, pour ces jeunes qui souvent ne parlaient que le breton, qu'ils allaient rencontrer d'autres populations et peut-être apprendre le français, qui pourrait aussi être entendu à ce moment-là comme une possibilité d'ascension sociale. Il manquait pas d'arguments. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que les familles de pêcheurs de la côte n'envoyaient pas leurs enfants faire sécher la morue à Saint-Pierre-et-Miquelon, parce qu'ils savaient de quelle misère ils allaient être l'objet. Donc, soit des agents des armateurs allaient faire du recrutement, soit aussi, et ce qui était peut-être un petit peu plus pervers, des femmes qui tenaient des auberges ou qui allaient elles-mêmes faire la retape à la sortie des foires, à la sortie des églises, même parfois, à la sortie des marchés, disant qu'elles étaient prêtes à recruter des dizaines et des dizaines de petits graviers, donc des enfants qui avaient entre 10 et 17, 18 ans, et promettaient par là même un engagement dont elles donnaient une grande partie de l'avance et du salaire pour les mois à venir aux parents. Donc en fait, c'est souvent les parents qui confiaient leurs enfants à ces recruteurs, ces recruteuses. Et comme les recruteurs étaient très souvent des recruteuses, il y avait un côté plus rassurant pour les mères de famille, qui en dernier ressort étaient souvent celles qui prenaient la décision d'envoyer l'enfant. Et c'était des femmes qui parlaient breton en plus, donc ça semblait être... Enfin, on faisait confiance, parce qu'il y avait cette espèce de communauté de la langue. Et surtout, ces femmes avaient des arguments, les recruteuses. Elles disaient, votre enfant, il sera à terre, ce qui est vrai. Et donc, il risquera beaucoup moins de périr en mer. Il va risquer moins d'être enlevé par une lame ou bien de périr dans le cadre de la pêche. Bon, ceci dit, il y a eu énormément de naufrages pendant les transports. Et en fait, dans les contrats, il était bien spécifié que si l'enfant disparaissait, mourait en cours de route, enfin bon, c'est quand même une minorité, eh bien, les familles s'engageaient à ne pas porter plainte. Il y avait des partenariats qui étaient passés avec les orphelinats, comme c'est arrivé par la suite dans d'autres domaines. Mais en réalité, c'est une minorité infime. C'était les familles qui les envoyaient. Bon, alors ça aide à exonérer les familles, parce qu'il y a quand même une certaine culpabilité derrière tout ça. Et c'est aussi d'ailleurs peut-être à cause de cela qu'on en parle si peu aujourd'hui. On peut dire à tout le moins que les responsabilités étaient partagées, quoi. Pourquoi est-ce qu'ils étaient recrutés? Il y a un certain nombre de raisons, mais la première, la plus évidente, c'est qu'il n'y avait pas assez de main-d'œuvre sur l'archipel et qu'il fallait absolument, en plus du personnel navigant, du personnel des pêcheurs, amener des gens sur les graves, c'est-à-dire sur les plages de pierre où l'on séchait la morue, pour la manutention du poisson.
Pour le concret de leur travail, les petits graviers effectivement travaillaient sur les grèves des îles Saint-Pierre et Miquelon, surtout des îles Saint-Pierre et de l'île aux Marins, sur lesquelles après on pouvait étaler la morue plusieurs fois par été. Pour que la morue soit bien séchée, il fallait lui donner 10 soleils d'exposition. Comme le soleil n'est pas la dominante sous ces climats un peu rigoureux des îles Saint-Pierre et Miquelon, le gros du travail c'était effectivement de la manutention, mais de la manutention plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine, pour l'abriter des pluies soudaines, des brouillards et des brumes qui arrivaient. Les petits graviers étaient le plus souvent entassés, que ce soit à fond de cale des goélettes à l'époque de la marine à voile, que ce soit à fond de cale des cargos qui partaient de Saint-Malo avec entre 1000 et 3000 passagers. Pour moitié, c'était des pêcheurs saisonniers qui allaient travailler sur les goélettes qui restaient basés à Saint-Pierre-et-Miquelon pendant l'hiver, mais pour moitié, c'était aussi ces petits graviers qui étaient entassés à fond de cale sur leurs paillasses quand ils en avaient, entre des coffres de marins, et sur les goélettes, il se dit même qu'ils étaient tout simplement sur le sel, puisque les goélettes emmenaient du sel pour traiter le poisson qui allait être pêché, pour le conserver, et les petits graviers n'étaient pas strictement à fond de cale, mais par-dessus le sel, sur quelques planches, quoi. Et vraiment sans pouvoir sortir de ces cales pour tout ce qui est hygiénique, et avec parfois 1 heure dans la journée pour pouvoir aller se balader, prendre l'air sur le pont. C'était vraiment très contingenté. Donc déjà, les conditions de transport étaient déjà détestables, et ça ne faisait qu'augurer de ce qu'ils allaient endurer une fois arrivés à terre pendant des mois. Le fait qu'ils étaient cantonnés à fond de cale, sauf à sortir pendant 1 heure par jour, par exemple par groupe de 16 ou 17, ça dépendait un peu des bateaux, eh bien, explique aussi les pertes lors des naufrages. C'est-à-dire que lorsqu'un bateau coulait, enfin en particulier les goélettes, les graviers n'avaient aucune chance de s'en sortir. Quand il y avait des rescapés, c'était toujours des gens qui appartenaient à l'équipage et qui avaient le temps de sauter dans des baleinières. Donc la plupart des morts de graviers sont liés à des naufrages en fait, soit à l'aller, soit au retour. On peut imaginer que les bateaux pouvaient être surchargés. Et bon, ils n'avaient aucune chance de s'en sortir. L'archipel dont on connaît la réputation de climat rigoureux, le Gulf Stream étant ce qu'il est, le climat y est très rigoureux. Et en fait, à la sortie du golfe du Saint-Laurent, tous les vents qui viennent de l'ouest, il n'y a aucun obstacle, et l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est situé à peu près 20 km sous la très grande île canadienne de Terre-Neuve, et donc soumis au vent, à de tempêtes assez fortes, même plus fortes que celles qu'on peut connaître en Bretagne ou en métropole, puisque c'est souvent la queue de cyclones qui arrive pour battre les côtes de Terre-Neuve et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Au vent, aux brumes aussi en été, des brumes assez constantes, on peut avoir 1 mois consécutif de brumes au mois de juin. Et il y a également la question des courants marins qui est très importante dans la mesure où elle influe directement sur la pêche. Donc Laurent parlait du Gulf Stream, et il y a le courant du Labrador qui descend du pôle Nord directement. Les deux se rencontrent et luttent un peu l'un contre l'autre. Et tout ça fait un brassage de l'eau sur des hauts fonds qu'on appelle les bancs de Terre-Neuve. Et ça fait un brassage qui soulève énormément de plancton, enfin qui crée toute une vie marine et qui a fait que ça a été pendant très longtemps les eaux les plus poissonneuses du monde. Et ce sont aussi les courants qui règlent un petit peu le climat à leur façon, parce que quand le courant du Labrador devient plus puissant, ça correspond évidemment à la saison froide et ça repousse le Gulf Stream. Et à ce moment-là, ça fait des boucles puisque les deux courants luttent l'un contre l'autre. Et les boucles peuvent enserrer des îles comme Saint-Pierre-et-Miquelon. Et moi, il m'est arrivé, au début de mon séjour, j'avais constaté qu'en septembre, par exemple, la température pouvait baisser de 10 degrés d'un coup, quoi. Et les gens disaient, le courant est passé sous Saint-Pierre.
C'est des paysages qui sont à mi-chemin entre la toundra, c'est-à-dire des paysages de mousse, de lichen sur un substrat de roche. Et puis, il y a un peu de forêt aussi, de forêt naine. Pour deux raisons. D'abord parce que le bois a été quand même exploité à un moment et donc la forêt a eu du mal à repousser sur l'île de Saint-Pierre en particulier. Et puis d'autre part parce que le vent est sans doute ce qu'il y a de plus violent et de plus difficile à supporter. C'est pas les températures dans l'absolu, c'est vraiment le vent. Et le vent décapite les plantes qui osent monter un peu trop haut. Et donc on est dans une sorte de forêt naine de conifères, d'épicéas et de sapins, et dans laquelle on avance. Et c'est assez rare de marcher sous les arbres. On dit qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, on marche sur les arbres. L'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est le seul exemple de végétation, de forêt boréale en France. Les journées étaient très longues. Ça commençait souvent avant le lever du jour, vers 6-7 heures du matin. Après, ils avaient du café. Même la question du café posait problème parce que quelquefois, ils en étaient un petit peu privés. Et ça pouvait durer jusqu'à 10 heures du soir. Donc c'était des journées éreintantes qui pouvaient s'étendre sur la semaine, sur 7 jours. En fait, normalement, ils avaient le dimanche matin. Mais c'était pas tout à fait vrai toujours. Ils pouvaient être sur la grave, mais ils pouvaient aussi se livrer à d'autres tâches parce qu'on les utilisait à d'autres tâches, en particulier quand il faisait mauvais. Ils ne restaient jamais inactifs. Les conditions étaient très, très dures, pas seulement à l'arrivée, où c'était terrible. Ils devaient être saisis d'une forme d'épouvante, à mon avis, en voyant, parce qu'ils étaient mis au travail tout de suite. Et par la suite, évidemment, là interviennent d'autres choses. Ce sont les blessures, tous les problèmes de santé qu'ils rencontrent, parce qu'ils vivaient penchés constamment. Ils portaient des charges extrêmement lourdes qui pouvaient dépasser 100 kilos à porter à deux. Et donc, il y avait les problèmes de dos, il y avait les problèmes de mains qui étaient extrêmement abîmés par le froid, par le sel, par les piqûres d'arêtes de poissons qui demeuraient dans la chair des poissons et qui gonflaient à tel point qu'ils ne pouvaient plus plier leurs phalanges et qu'ils étaient guettés par le panari et puis que le moindre choc faisait saigner la main. Et donc ils étaient les pieds et les mains dans l'eau glacée. Et au bout d'un moment, les pieds et les mains s'engourdissent. Donc il pouvait y avoir des risques de chute, voire de noyade, parce qu'il faut voir que on n'est pas du tout dans une ambiance de plage de sable. Et donc ce sont des plages de galets très inclinées dans lesquelles il faut laver le poisson et le dessaler. Et donc outre le froid, il y a aussi cette vigilance permanente qui est nécessaire, quoi. Donc c'était très très dur. À la fin de la saison, physiquement, c'était assez terrifiant. J'ai lu quelque part que quelquefois certains se mettaient à genoux pour travailler parce que quand on est à genoux, on ne peut pas s'endormir. C'est la seule position qui évite l'endormissement. Le soir, les témoignages le disent, et ils se jetaient sur leur grabat. Ils s'endormaient aussitôt. Il y avait assez peu de communication entre eux parce qu'ils étaient beaucoup trop fatigués. Et ça, c'était aussi relativement volontaire de la part des armateurs de faire qu'ils ne puissent pas trop communiquer parce que si on communique beaucoup, on échange et puis on finit toujours par dire non, par se révolter. Et il valait mieux qu'ils soient fatigués, quoi. On peut dire que le travail excessif est la meilleure des polices. Le logement des petits graviers, ça fait partie des mauvais traitements qui leur étaient infligés. Quand ils arrivaient, ils découvraient qu'ils allaient être logés dans ce qu'on appelait des habitations, qui est un terme qui est aussi utilisé dans les Antilles pour loger les esclaves. C'était exactement le même terme, utilisé par souvent les mêmes armateurs. Ils étaient logés en fait dans des dortoirs qui étaient sur plusieurs niveaux de couchage, des paillasses imbibées d'humidité qui n'étaient pas changées pendant plusieurs mois. Ils étaient tellement fatigués qu'ils dormaient le plus souvent dans leurs vêtements, donc l'hygiène était déplorable. Les habitations
habitations étaient souvent ouvertes à tous les vents, rarement chauffées, avec des toits rarement imperméables par lesquels pouvait s'infiltrer la neige fondante. Donc vraiment c'était des conditions très déplorables. Au bout de plusieurs semaines de travail en gardant les mêmes vêtements, dans ces conditions de logement, d'humidité, de rester dans la crasse et souvent la crasse des vagues successives qui avaient occupé ces logements, il n'y avait pratiquement aucune hygiène, quoi. Donc les vêtements partaient en lambeaux, les vêtements pourrissaient, ils revenaient souvent comme des... On a pu utiliser l'expression de clochard quand ils revenaient en France dans cet état. Souvent, ils étaient nourris de têtes de morue ou bien au courbouillon, par exemple, avec un peu de légumes par-dessus. La nourriture était peu abondante et absolument pas variée. Tout ça pour faire des économies, évidemment, les économies étant celles que faisaient les maisons d'armement. Et donc, ils avaient juste assez à manger pour pouvoir travailler sans être acculés à la famine, quoi. Il y avait souvent une collusion entre les armateurs ou les gérants d'armement, enfin, puisque les armateurs n'étaient pas toujours présents sur place, et les pouvoirs publics, par exemple les affaires maritimes. Il y avait une grosse hypocrisie dans la mesure où les inspections qui étaient imposées par le règlement quand même, étaient annoncées très longtemps à l'avance, quelquefois 3 semaines à l'avance, et se faisaient très souvent avant le début de la saison de pêche. C'est-à-dire qu'en fait, quand les inspecteurs arrivaient, tout était impeccable, et du coup, les rapports sont presque toujours favorables. Et donc c'est extrêmement trompeur. Tant qu'on ne dépasse pas les bornes d'une manière trop visible de complicité entre les différents pouvoirs, en fait. Et ça, c'est vrai pour la nourriture comme pour l'hébergement. Distribuer de l'alcool aux enfants, c'était pour supporter les rigueurs climatiques, l'humidité, le froid, et supporter aussi la promiscuité et des conditions de travail qui étaient quand même très dures. Donc un bougearon d'eau de vie le matin, un bougearon d'eau de vie le soir. Il n'y avait rien de mieux pour les alcooliser. Et puis ça peut-être qu'en leur donnant peut-être un coup de fouet pour les réchauffer, ça atténuait toute velléité de révolte contre les mauvais traitements. C'était de l'alcool qui était homologué pour les marins adultes et qui titrait 42 degrés, l'équivalent du whisky. Mais il y avait aussi de l'alcool de contrebande qu'amenaient certains marins sous le manteau et qui pouvait titrer entre 90 et 100 degrés. Et les enfants l'achetaient. Le peu d'argent qu'ils avaient, très souvent, passait dans l'achat d'alcool. Et c'était aussi un prétexte ou une raison pour les mater davantage. On prenait ce prétexte-là quelquefois pour les emprisonner, par exemple. Alors que, évidemment, l'alcool était fortement encouragé, mais ça servait aussi, éventuellement, comme outil de répression. Les maîtres de grave étaient des personnels de surveillance des graviers, souvent qui n'étaient pas de la même origine géographique que les petits graviers. Les petits graviers bretons pouvaient être surveillés par les maîtres de grave basques, qui souvent étaient armés, souvent avaient un passé plus ou moins militaire ou plus ou moins de repris de justice, et on sait qu'ils pouvaient être très violents. Ils avaient des matraques, des poings américains, des pistolets pour les pousser au travail, quoi. Moi, je pense qu'il y a eu des décès par mauvais traitement et il y a eu des décès aussi par usure, en fait, au retour. Mais quelquefois, les graviers n'étaient pas non plus tous des enfants de cœur. Il pouvait y avoir aussi des meneurs et des violences au sein même du groupe.
Ils parlaient breton en arrivant le plus souvent, et il leur arrivait souvent d'apprendre le français à coups de trick, parce qu'ils ne comprenaient pas forcément les ordres qu'on pouvait leur donner pour faire telle ou telle tâche. Le français pouvait rentrer à coups de pied, à coups de trick, quoi. La question de la langue est importante. Ils ne pouvaient pas argumenter en français, ils ne pouvaient pas revendiquer et se défendre, parce qu'en fait, se défendre, ça passe aussi par la langue. Et c'était aussi un instrument d'oppression, quoi. Ils ne pouvaient pas non plus écrire des lettres pour la majorité d'entre eux. Il y avait quand même des échanges de courriers. Mais au départ, les échanges de courriers étaient reçus par les armateurs, les courriers venant de métropole ou envoyés d'ailleurs, et étaient ouverts. Et donc il n'y avait pas du tout de secret. Et donc les graviers, ayant repéré ça assez vite, passaient par une structure qui s'appelle les œuvres de mer, et qui était une structure indépendante, humanitaire, de nature religieuse. Et les armateurs l'ont très très mal pris. Et ils ont voulu faire croire que les œuvres de mer encourageaient l'alcoolisme parce que les graviers recevaient de l'argent dans les lettres. Et il est arrivé que des pères de famille leur demandent de l'argent à eux. Donc les courriers quelquefois brisent le cœur, hein. C'est pas forcément des courriers extrêmement rassurants, et il peut arriver sans doute que certaines lettres aient été reçues et aient découragé des jeunes de rentrer, quoi. En ce qui concerne les affaires maritimes, il y avait des gens qui s'offusquaient sincèrement, qui étaient une infime minorité, hein, et qui pouvaient être mutés ou découragés très vite. Il y en avait qui intervenaient malgré tout quand les dépassements étaient trop visibles, quand certaines lignes rouges étaient franchies, quand il y avait des abus trop flagrants de la part des armateurs et qui donc rappelaient la loi quand même, parce que c'était leur travail. Et puis il y en a d'autres qui fermaient les yeux et qui recevaient des doléances de la part des graviers dans des cas extrêmes, et aussi bizarrement des armateurs qui se plaignaient de la paresse ou de la mauvaise volonté de leurs employés. Et qui donnait plutôt raison au pouvoir, c'est-à-dire au pouvoir économique, aux armateurs. Et quand il y avait des abus de la part des armateurs, mais qui touchaient essentiellement à des questions d'argent, pas à des questions de maltraitance sur les graviers, mais au fait, par exemple, que les armateurs touchaient une prime à chaque fois qu'ils employaient un gravier. Et il y avait énormément d'emplois fictifs, hein, où plusieurs armateurs employaient le même gravier. Ils étaient dans plusieurs listes, les mêmes. Ou alors il y en avait qui s'arrangeaient pour faire entrer des gens de Saint-Pierre dans les listes de graviers, ce qui est impossible, parce qu'il fallait d'abord, d'après la loi, qu'ils aient traversé l'Atlantique pour que les armateurs puissent toucher la prime. Et donc il y avait des arnaques à la prime comme ça, et là les affaires maritimes réagissaient fortement. Mais elles ne réagissaient pas devant la maltraitance des enfants. Quand ils revenaient, il n'y avait aucune trace. Tout était refoulé, tout était occulté. Enfin, je veux dire que le silence, il venait aussi des gens qui avaient vécu ça. Ils n'avaient pas envie d'en parler, de dire ce qu'ils avaient souffert. Et ils n'avaient pas envie non plus d'en parler en famille, parce que personne n'était innocent dans cette histoire, enfin surtout pas les parents, à certains égards, même si la grande coupable, c'était la misère ambiante. Donc il y avait une omerta là-dessus. Ces enfants, une fois revenus, intériorisaient la souffrance, voire la honte qu'ils avaient eue à être des victimes, en fait. Une des seules traces qui existent à l'époque, c'était le travail de l'écrivain Charles Le Goffik, qui a fait, lui, son journaliste et son enquête à l'époque, ayant entendu parler de ce qui se passait, a interviewé quantité de jeunes graviers qui rentraient à la fin de la saison, et c'est ce qui lui a permis de décrire par le menu comment se déroulait le recrutement, le voyage, le séjour et le retour des petits graviers. Et c'est les écrits par lesquels on a le plus de détails sur la manière dont ça se passait au tout début du XXe siècle, puisque c'est paru sous le titre « Une traite d'enfants au XXe siècle », c'est paru en 1903. Il y a quelques bribes de films, il y a des photos, mais évidemment tout cela ne concerne que ce qu'il est permis de montrer, en fait. On les voit au travail, toujours un petit peu dans les mêmes situations, en train de retourner la morue sur la grave, mais on ne les verra jamais dans leur lieu de séjour, dans les taudis où ils dorment. On ne les verra jamais à fond de cale. Je veux dire que ça, il n'est pas question de prendre ce genre de photographie.
très certainement que c'est un oubli volontaire de ces pages de l'histoire. C'était pas glorieux à l'époque, même si on a eu des lanceurs d'alerte comme Charles Le Goffik, Théodore Botrel qui jouait de la bretonitude avec un peu de folklore, a lui aussi été lanceur d'alerte avec une chanson sur les petits graviers, qui était beaucoup plus grave que tout le reste de son répertoire. Il décrivait lui aussi le sort des petits graviers, leur travail et ce qu'ils enduraient. D'ailleurs, ça a tellement été oublié qu'on en a la preuve avec cette chanson. La chanson des petits graviers, Théodore Botrel, a été au fil des ans transformée dans le patrimoine maritime et culturel en petits gabiers. Tel que c'est chanté par beaucoup de chants de marins, maintenant par beaucoup de groupes de chants de marins, c'est devenu les petits gabiers. Et on parle des petits gabiers de Terre-Neuve, on parle des marins. Mais même ce côté patrimonial a oublié qu'à l'origine, on parlait bien des petits graviers, ceux qui travaillaient sur les graves à terre. Donc c'est bien la preuve que c'est pas seulement un effacement volontaire qui existe pour partie de cette histoire, mais que c'est aussi des générations de pêcheurs, d'armateurs qui ont oublié cette histoire. À 15 ans à peine, sur les bancs de Terre-Neuve, pauvre petit gravier, combien partez-vous? On est pour le moins 5 à 6 centaines qui s'en vont là-bas, mais n'en reviennent pas tous. La charge complète à la côte bretonne. Pauvre petit gravier, quand reviendrez-vous? On part en hiver, on rentre en automne. Nous ne reverrons plus les étés si doux. Sortis des bateaux, le cœur tombe malade. Pauvre petit gravier, où débarquerez-vous? Entre le Cap Rouge et l'île Langlade, c'est à l'île aux chiens qu'est notre rendez-vous. Vous serez là-bas, sur les bancs de Terre-Neuve. Pauvre petit gravier, comment dormirez-vous? On nous fait dormir que 2 heures sur 24. Et le reste du jour, on nous fout des coups. La durée d'exploitation des petits graviers a duré grosso modo un siècle. Ça a démarré à partir du moment où Saint-Pierre-et-Miquelon est devenu définitivement français, où les armateurs français se sont vraiment installés. Donc à partir de 1816, ça s'est vraiment généralisé à la fin du 19e et au début du 20e siècle, où là ça a battu des records de fréquentation. On parle certains étés, certaines saisons de 3000 petits graviers qui venaient sur l'archipel quand même. Et ça a duré tout ça jusqu'à la fin de la pêche à la marine à voile, la fin des goélettes moritières. À partir du moment où on est allé vers des chalutiers motorisés, le traitement du poisson est devenu différent, et on a même vu arriver de la congélation à bord. Donc il n'était plus question de faire sécher le poisson à l'air libre. Même les derniers poissons séchés l'ont été avec des sécheries mécaniques en fait. Donc on n'avait plus besoin des petits graviers, ou alors d'une manière assez vraiment très marginale à partir des années 30 en fait. Le temps des goélettes est venu. Le temps drame est venu, qu'un romantisme trompeur a voulu teinter de poésie. Figure légendaire d'hommes qui n'ont pas le choix entre la prudence et la plus folle témérité.
Les dernières goélettes ont complètement disparu depuis la dernière guerre. Elles étaient superbes, dit-on, chargées de voiles. Mais un grand chalutier moderne, c'est aussi très beau. Maintenant, tout le monde se demande mais comment on a pu faire passer par les oubliettes le sort de tous ces enfants. Donc je pense que tout le monde est prêt à assumer, même les descendants d'armateurs maintenant, de la même manière que la traite négrière a mis beaucoup de temps à être assumée. On vient de redécouvrir l'histoire des petits graviers, chapitres oubliés, effacés de l'histoire de la Grande Pêche. Je pense que tout le monde est prêt à entendre cette histoire et je dirais même que tout le monde est un peu choqué, bouleversé de la découvrir ou de la redécouvrir. Le prénom Alexis, c'était le sien, c'était celui de mon père, c'était le mien. Et c'est moi qui ai arrêté la tradition en fait. La psychologie a beaucoup évolué ces derniers temps et on est arrivé à l'idée qui semble tout à fait acquise sur le plan scientifique, qu'il y aurait des traces génétiques des traumatismes reçus par les générations précédentes et qu'on pourrait hériter ainsi de traits de caractère qui ne sont pas passés par l'éducation, qui ne sont pas passés par la transmission, mais qui ont été un petit peu transmis par une forme de génétique, en fait par une forme de mémoire cellulaire, qui, à mon avis, est réel. C'est pas du tout une sorte de délire de dire ça, je pense pas. Il y a quelque chose, mais qu'on ne soupçonne pas avant d'avoir fait la recherche en elle-même. Et à cet égard, c'est vrai que cette recherche m'a fait comprendre un certain nombre de mes traits de caractère, alors qu'ils sont peut-être pas uniquement liés à mon grand-père, mais qui sont totalement compatibles avec son histoire, et en particulier son histoire comme gravier. Mais bon, ça s'est pas énormément amélioré par la suite quand il a été pêcheur, d'autant plus qu'il a fait la Première Guerre mondiale où il a été gazé, et puis enfin bon, sa vie a été quand même difficile. Et je pense que certains traits de caractère tiennent à ça, des traits liés à une forme de résistance aussi, d'essayer de surmonter les difficultés par soi-même. Ça veut dire qu'on prend beaucoup sur soi et qu'on ne communique pas assez avec des gens qui pourraient nous aider. Et puis bon, la soif de l'aventure, d'une manière plus positive, ça c'est clair. Et elle a été transmise aussi à mes fils, quoi. Ça va tellement loin que j'ai passé donc 18 hivers à Saint-Pierre-et-Miquelon et 18 printemps qui sont presque comme des hivers. Et je ne pensais pas tellement aux conditions de travail des graviers à ce moment-là. Je vivais les hivers, mais d'une autre façon. Je les vivais comme des moments magiques, je dois dire, parce qu'il y avait quand même la chaleur des bulles de ces maisons qui sont des maisons de bois plutôt bien construites. Donc, et donc il y avait un côté conte de fées russes, quand il y avait de la neige partout, etc. Donc, et quand je parle de neige, la neige, elle était toujours là au mois d'avril quand les graviers arrivaient. Donc il y a quand même toute une mythologie des pays froids qui sont associés à l'aventure, à une forme de, je sais pas, de pureté qui est d'abord celle de l'atmosphère. Enfin, et ça fait rêver les pays froids. Et moi, en tant qu'écrivain, j'aime beaucoup ces horizons parce que ce sont comme des pages blanches en fait. On peut tout projeter dessus. Pour moi, ce sont des horizons très très vides, mais sur lesquels on peut projeter un imaginaire. On peut projeter énormément d'images poétiques. Et ils sont pas surchargés, quoi. Et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est un peu des lieux où il y a une forme de renaissance en fait. Et je pense que ces enfants, parce que bon, ça correspond aussi à des rêves d'enfants, tout ça. Eh bien, ils y allaient aussi pour y trouver quelque chose, quoi. Quelque chose qu'ils n'avaient pas dans leur vécu antérieur, quoi. Et j'ai été au contact de ces paysages de Grave qui sont uniques au monde aujourd'hui. Il n'y a que là qu'on voit ces champs de pierre qui ont servi à sécher la morue et qui me bouleversaient, d'autant plus qu'il y a ce contraste entre la dureté de ce travail et les paysages en général de Saint-Pierre-et-Miquelon qui sont extrêmement beaux. Donc j'en ai été tout le temps conscient, oui. Mais je dois dire que je n'ai pas vraiment fait un travail d'approfondissement lorsque j'y étais, malgré le fait que j'y ai vécu 18 ans à Saint-Pierre. Mais j'en étais conscient quand j'allais sur les lieux. Mais c'est au retour que j'ai choisi vraiment de creuser la question.
J'ai appris que mon grand-père était gravier à Saint-Pierre-et-Miquelon après avoir décidé d'y aller en fait. Parce que c'est ma tante qui me l'a dit, donc sa fille, enfin la jeune sœur de mon père, elle me l'a dit à la veille de mon départ en fait. Donc quand je suis arrivé là-bas, je le savais. Et je n'y allais pas sur les traces de mon grand-père. Mais j'ai retrouvé partout les traces de mon grand-père. J'étais pas sur ces traces, mais j'ai sans arrêt retrouvé sa présence. Ce qui prouve que, en fait, on suivait la même logique. Et c'est aussi ça qui m'a appris des choses sur moi-même. Mon fils, il est guide nature. Il mène des groupes dans la nature sauvage de Saint-Pierre-et-Miquelon, mais aussi de Terre-Neuve. Il dit que ça a renforcé sa volonté de rester à vivre à Saint-Pierre et d'y faire des choses. C'est-à-dire d'y construire un avenir, le sien, mais aussi celui de l'archipel, d'une certaine façon. Donc collaborer à quelque chose qui le dépasse. Ça aide à dissiper l'oubli. On ne rajoute pas à la douleur qu'ont vécu ces enfants un oubli qui serait comme une double peine, en fait. Mais que grâce à tout ça, justement, ça rend l'avenir meilleur. C'était le bagne des enfants bretons à Saint-Pierre-et-Miquelon, avec l'écrivain Alexis Glohaguin et le réalisateur Laurent Giraudineau, auteur du documentaire Petit gravier de Saint-Pierre. Réalisation Aurélien Frances, une production de Silence Podcast.